Pépito me dit, devant la purge du derby du Nord, j'ai senti les Lillois assez fatigués physiquement. Partagez-vous cet avis? Pensez-vous que le manque de fraîcheur physique pourrait être préjudiciable dans la course au top 4? C'est pas la première fois cette saison que je trouve les Lillois pas forcément constants dans l'effort dans un match, et que je trouve qu'effectivement ils ont des trous dans des matchs. Bon, en plus là, dans ce match-là, bon, t'as pas Zegrova depuis plusieurs semaines, t'as pas Ralston qui est quand même un joueur très important sur le plan offensif, t'as pas Sahraoui, c'est compliqué avec autant d'absence sur le plan offensif d'avoir un jeu offensif plus brillant. Mais c'est vrai que la deuxième période était horrible et un peu inquiétante. Et le prochain match, il est à Lyon et ça va être un rendez-vous effectivement très important pour les deux clubs. Gigi me dit, Mathieu Bodmer a une excellente réputation comme directeur sportif. Il est, paraît-il, très économe. Peut-il viser un club de grande envergure? Il est très économe parce qu'il est aussi directeur sportif du Havre et que le club a pas un rond. Donc, quand bien même il voudrait ne pas être économe, il en a pas les moyens. Effectivement, il faudra juger Mathieu Bodmer le jour où il sera directeur sportif d'un club avec plus de moyens financiers. Mais effectivement, il a bonne réputation. Il faut reconnaître aussi qu'il a maintenu contre vents et marées d'Igard à la tête du Havre, et que pour l'instant, ça semble peut-être finalement pouvoir porter ses fruits. Gaudi44 me dit, dans le complément d'enquête sur Nasser, on te voit dans le fameux carré VIP approuvé par le président du PSG en personne. Peux-tu nous parler de l'ambiance et les avantages de vivre une rencontre dans ce lieu? Tu peux difficilement être mieux placé parce que tu es à la hauteur idéale, tu es assis dans des fauteuils confortables, tu as un buffet avant le match, à la mi-temps et à la fin du match de haute qualité. Tu croises évidemment énormément de VIP et de têtes connues. C'est un moment effectivement très agréable, dont l'ambiance finalement n'a pas grand-chose à voir avec un stade de foot. Mais bon, je dirais que c'est pas non plus aussi éloigné d'une tribune d'honneur dans un autre club. Alors effectivement, le buffet est certainement de meilleure qualité au parc et l'ensemble est plus classe. Mais sinon, c'est comme une tribune d'honneur n'importe où, que ce soit à Nantes, à Angers, à Strasbourg, à Marseille. Bon, j'ai jamais été en tribune d'honneur. Si, j'ai déjà été en tribune d'honneur à Marseille, tu vois, je dis des bêtises. Mais voilà, effectivement, je dis encore une fois, j'étais, je dirais une vingtaine de fois dans le carré au PSG, parce que c'était l'époque où j'étais le plus médiatisé à Canal. Je pense que c'est d'ailleurs toujours impossible pour moi de voir un match au milieu des gens dans une tribune. D'abord parce que je vais passer mon temps à à faire des photos et à répondre aux questions des gens pendant les matchs, et que moi, pendant les matchs, je suis pas extraordinairement bavard. Puis bon, la tribune de presse, pour avoir des mecs qui te regardent de traviole, c'est pas non plus génial. Enfin, qui te regardait de traviole. Alex Penon me dit, beaucoup de journalistes étaient très bavards en début de saison au moment de critiquer le PSG et Luis Enrique, à juste titre. Ces mêmes journalistes le font beaucoup plus discret actuellement. Si cracher sur le PSG fait vent, n'y a-t-il pas beaucoup d'anti-PSG en plus dans tout ça? Ce qui est drôle, c'est que tu dises critiquer le PSG et Luis Enrique à juste titre. Donc, ouais, effectivement, je pense que tu pourrais être aussi dithyrambique aujourd'hui avec le PSG que tu as été critique avec le PSG au début de saison, ce qui me semble être mon cas, à mon modeste niveau. Effectivement, je pense que tout ce qui était pénible à regarder avec le PSG en début de saison est devenu absolument formidable. Mais même le match à Saint-Étienne, la première mi-temps, je veux dire, faut aussi comprendre que les Parisiens reviennent d'équipe nationale. Certains ne peuvent même pas jouer, comme Marquinhos ou Hakimi, parce qu'ils ont fait des matchs loin avec des changements climatiques importants. Il y a énormément de rotation. Il y a visiblement un problème tactique sur le côté droit entre Zahir Emery et Doué en première période. Voilà. Et puis bon, le PSG met une mi-temps à se remettre en marche, et en deuxième mi-temps, il marque 5 buts. Alors que le PSG, peut-être d'une autre époque, se serait contenté de mener 2-1 et de gérer derrière. Il y a ce côté insatiable et
qui était extrêmement étonnant dans ce match à Saint-Etienne, c'était l'attitude de Luis Enrique qui était foudrage. Ça veut dire que lui, chaque match est important, chaque match compte, chaque match fait partie de son édifice. Et franchement, c'est magnifique. Et moi qui ai vraiment longtemps été critique sur le football préconisé par Luis Enrique, aujourd'hui, je suis vraiment très enthousiaste. Keke Détendre me dit les Green Angels et les Magic Fans passent en commission en vue de leur dissolution mardi puis mercredi. La SE connaîtra son sort pour le match interrompu à Montpellier. C'est une semaine décisive pour la fin de saison des Verts. Ouais, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Moi, je pense logiquement que Saint-Etienne devrait récupérer les 3 points sur tapis vert du match à Montpellier, parce que comment faire jouer ces 30 dernières minutes à huis clos avec évidemment tous les supporters qui se retrouveront dehors, et donc qui dit dehors dit incontrôlable, ou aller organiser ça pour 30 minutes sur un terrain neutre qui évidemment engendre des coûts absolument stupides et inutiles. Donc je pense que voilà, et puis finalement le match doit être perdu puisqu'ils étaient menés 2-0 à 30 minutes de la fin, même s'ils étaient en supériorité numérique, peu importe. Voilà, et puis l'autre problème, c'est la dissolution des Green Angels et des Magic Fans. Il y a eu une belle unanimité et une belle unité des ultras de tous les clubs pour dénoncer la volonté de Bruno Retailleau de dissoudre certains groupes de supporters. Moi, je pense que c'est pas la bonne méthode. Je pense qu'il faut maintenant vraiment se mettre autour d'une table avec les associations de supporters et exiger des choses de leur part et de leur dire voilà, à partir de maintenant, chaque bagarre organisée sur une aire d'autoroute, chaque machin, voilà, chaque truc, c'est arrestation, interdit de stade à vie. Enfin voilà, ça peut pas continuer comme ça. Tu peux pas te dissoudre, parce que bon, je veux bien que tu dissolves des associations, mais vous croyez que les supporters vont arrêter d'aller au stade la semaine d'après pour ça? C'est donc évidemment complètement con. Et que si tu dissous la Tribune Loire, la Brigade Loire à Nantes, eh ben ils appelleront ça la Brigade Canaries 15 jours après, et ce seront les mêmes. C'est complètement débile. Et je pense aussi surtout qu'il y a bien d'autres problèmes en France en ce moment que les groupes de supporters. Donc voilà, j'espère que Bruno Retailleau aura un petit éclair de lucidité. Et encore une fois, je dis qu'il ferait mieux de se concentrer sur les coups de couteau qui partent un petit peu partout en France, sur Boualem Sansal qui est emprisonné de façon scandaleuse en Algérie, et puis s'il veut montrer ses muscles, il y a bien d'autres occasions de le faire qu'avec les associations de supporters. Jean Penazzino me dit Marc Keller était un très bon joueur, mais quelle était sa meilleure saison et dans quel club? Je pense que la meilleure saison de Marc, ça a été à Karlsruhe en 97, l'année où il a été sélectionné pour le tournoi de France avec les Bleus, où il avait d'ailleurs égalisé contre le Brésil dans le fameux match où Roberto Carlos met son coup franc historique. Voilà, c'est ça. Il était à Karlsruhe, il jouait dans une très très bonne équipe avec Tarnat, Thorsten Fink, Thomas Hassler. C'était vraiment une très très belle équipe. Et il jouait côté droit. Et c'était, il jouait milieu offensif droit, mais bon, avec une grosse activité défensive. Et je pense que dans le football d'aujourd'hui, Marc aurait fait une grande carrière comme piston droit, ou piston gauche d'ailleurs, puisqu'il est ambidextre, un peu à la Jonathan Klaus, mais avec plus de rigueur défensive. Geoffrey Gagneur me dit, pouvez-vous revenir sur ce moment très amusant du CFC avec le fameux Sangaré de Toulouse? Alors, on va rappeler ça. Donc, à l'époque, je faisais mon top flop. Et dans mon top flop de Toulouse, je sais plus quoi, je mets Sangaré, alors que Sangaré, je jouais pas. Alors, il faut savoir que, pour commencer, j'avais 42 fièvres et que j'étais complètement à la ramasse. Et il faut savoir aussi comment je faisais mon top flop. On regardait le match en loge tous ensemble. Et à la fin, je faisais mon top flop et je le soumettais aux autres consultants du CFC. Alors, je me souviens plus du match, mais je me souviens que c'était une purge ignoble
et que effectivement, on avait tous regardé ce match avec une attention très relative, et je pense effectivement que personne n'a fait attention quand j'ai dit le nom de Sangaré qui jouait pas, et puis voilà, et puis bon, ça a fait un moment très savoureux, et finalement c'est plutôt un bon souvenir. Claude Godefroy me dit, toi qui connais Michel Platini, penses-tu que sa réhabilitation définitive après 10 ans de procédure va le conduire à se relancer dans les affaires du foot ou à lâcher l'affaire? As-tu des infos à nous préciser à ce sujet? Non, j'ai pas d'infos, mais oui, 10 ans de procédure. Encore une fois, je dis, on parle entre guillemets que de 2 millions d'euros. Alors évidemment, il y a toujours les apôtres de la paupérisation qui disent que ouais, mais 2 millions d'euros c'est énorme, mais bon, 2 millions d'euros à la FIFA c'est un pennon. Et voilà, on a voulu tuer Platini, peut-être parce que justement il n'était pas trop dans le business mercantile souhaité par beaucoup de personnes depuis lui à la tête de la FIFA. Moi je regrette Michel Platini parce qu'il avait une vision pour le foot, ce que à l'évidence ni Ceferin à l'UEFA ni Infantino à la FIFA, non, ils sont juste là pour faire de l'oseille, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage que de se priver de quelqu'un d'aussi extraordinaire que Michel Platini. Gérard Alric me dit, sur sport.fr, dans la semaine, il y avait un article comme quoi tu allais revenir au CFC, il manque pas de culot, les types. Là. Le sport.fr, c'est un site lamentable, putaclic. Et c'est vrai que quand j'ai vu passer cet article, je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, il y a un coup fourré, mais comment il présente ça? Et en fait, mon retour, il parle de mon retour en avril 2017, après ma greffe. C'est évidemment totalement malhonnête, totalement putassier, et ça fait perdre du temps aux gens, et ça fait c'est nul. C'est nul, mais il y a tellement de choses nulles maintenant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, quoi. Julien Montigny me dit, si le PSG est champion lors de la prochaine journée au Parc contre Angers, peut-on s'attendre à ce que Luis Enrique fasse tourner son effectif en fin de saison pour se concentrer un maximum sur la Ligue des Champions? Je crois pas que Luis Enrique puisse faire plus tourner son effectif qu'il ne le fait déjà. Regardez les matchs et regardez les rotations incessantes que fait Luis Enrique depuis maintenant de nombreuses semaines, bien avant que le titre ne soit acquis pour le PSG. C'est la méthode Luis Enrique et ça ne va pas changer. Lui, je pense qu'il tient vraiment très fort à garder son groupe sous pression jusqu'au bout. Je pense qu'on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Alexandre Nadalojo me dit, est-ce que tu suis les résultats du Genoa depuis que Patrick Vieira entraîne le club? Les médias italiens ont l'air plutôt d'apprécier le Genoa de Patrick Vieira niveau jeu, qui propose des choses intéressantes. Image loin de l'image qu'on a eue en France après ses passages à Nice et à Strasbourg. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, dans un premier temps, Vieira a bien performé à Nice, puis qu'après, effectivement, il a été handicapé par un effectif extrêmement limité sur le plan offensif, surtout à partir du moment où Balotelli voulait plus jouer. Strasbourg, il est arrivé encore une fois dans une équipe qui a été dépecée de ses meilleurs joueurs, et il a eu à intégrer une bande de jeunes totalement novices qui ne le sont plus cette année. Donc on est très sévère avec Vieira en France, et je pense effectivement que ce qu'il vit au Genoa le réhabilite un petit peu, sauf que malheureusement en France tout le monde s'en fout de ce qui se passe au Genoa. Claude Clo Montagnier me dit, c'était pour savoir quelles étaient à l'époque de France 98, où sont encore tes relations avec Vicente Lizarazu? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. On n'a jamais été extraordinairement proches, mais on a toujours été copains, quoi. C'est un mec sympa, c'est un mec intelligent. Je sais qu'il m'en a voulu lors de la Coupe du Monde en Corée parce que je lui mettais des sales notes. Mais bon, à l'époque, si je lui mettais des sales notes, c'est certainement parce qu'il était pas bon. Il était très très proche d'un
d'un autre journaliste de l'équipe à l'époque, qui était même mon chef. C'est une très belle reconversion, Lizarazu, et puis c'est un homme libre, c'est un homme qui vit sa vie et qui est heureux, et tant mieux pour lui.